Alors tes questions Bonjour et sont bon après-midi. Je vous souhaite la bienvenue à cette deuxième webinaire du Parlement c'est européen proposé dans cette phase de pandémie. C'est aussi la deuxième session plénière extraordinaire du Parlement européen qui a eu lieu hier et qui est encore en cours aujourd'hui. Une session plénière qui est basée sur deux piliers. Le premier pilier, les députés ont voté une résolution sur la position du Parlement européen dans le contexte de la crise, où ils font l'appel à la solidarité et aux solutions ambitieuses pour répondre à la pandémie et aux défis économiques qu'on voit déjà et qu'on voit à l'horizon. C'est dans ce contexte-là que le président du Parlement européen, lors de l'ouverture de la session hier, a dit, David Sassoli, je le cite, nous voulons sortir de cette crise plus fort, plus robuste et dans une meilleure position pour relever les défis de demain. Il sera crucial de coordonner le déconfinement et aussi le chemin vers la sortie et le relance afin d'éviter tout retour de la crise. Donc, la résolution était le premier pilier. Deuxième pilier, les députés ont voté 10 mesures d'urgence supplémentaires. Entre autres, ils ont voté sur la mise à disposition de 3 milliards d'euros pour soutenir le secteur de la santé. Ils ont voté pour des mesures pour lutter contre l'impact du Covid, pour donner assistance aux plus démunis et beaucoup d'autres mesures individuelles. Ça est un très bon exemple pour l'action du Parlement européen dont nous voulons parler aujourd'hui. Et il y a encore d'autres, disons, si on parle de l'action du Parlement européen, des choses que nous ne mettrons pas trop dans la vitrine, mais je peux vous dire aussi que le Parlement essaye de donner un petit exemple de l'éthique publique. Ainsi, le Parlement a offert aux autorités de Bruxelles, de Luxembourg et de Strasbourg la possibilité d'utiliser ces locaux pour des activités liées aux situations d'urgence. Entre autres, un bâtiment à Strasbourg est utilisé pour un centre de dépistage et à Bruxelles, les cantines, les cuisines du Parlement européen préparent un millier de repas chaque jour pour les sans-abri et pour les personnes dans le besoin et les personnes travaillant dans le secteur de la santé. Ça vous montre que la démocratie fonctionne au niveau européen dans des circonstances bien sûr extraordinaires. Et ce sont des circonstances dont nous voulons parler aujourd'hui avec trois des députés luxembourgeois, c'est-à-dire M. Marc Angel, des socialistes et démocrates, de Charles Goerens de Renew Europe et Isabelle Lima du Parti populaire européen. C'est le deuxième webinaire que nous vous proposons au nom du Parlement européen. Ça ne sera pas le dernier, mais j'ai le plaisir de maintenant donner la parole au modérateur, à la personne qui va animer le débat cet après-midi, à Jonathan Tranchon de notre bureau de liaison au Luxembourg. Merci beaucoup Christophe et aussi de ma part, bienvenue à Isabelle Lima, Charles Goerens et Marc Angel. Merci d'avoir pris le temps pour échanger avec nous encore une fois et encore pour un bout de temps dans ces circonstances très inhabituelles. La bienvenue aussi à notre audience sur notre Facebook Live et à notre audience dans Zoom. Merci déjà aux questions, aux personnes qui nous ont déjà envoyé des questions en amont. Donc voilà, l'idée en effet, c'est d'organiser cet échange de la manière la plus interactive possible. Donc si vous avez des questions pour nos trois eurodéputés luxembourgeois qui sont présents aujourd'hui avec nous, posez-les nous, soit sur Facebook, soit sur Zoom. On ne peut pas vous promettre de les prendre tous, mais on peut vous promettre d'en faire notre mieux. Christophe a déjà parlé que c'est la deuxième, évoqué que c'est la deuxième session parlementaire dans le temps du coronavirus, et c'est la deuxième session parlementaire où les eurodéputés ont la possibilité de voter à distance.
Est-ce que vous entrez dans une habitude, dans une routine par rapport à ça, ou est-ce que vous voulez vraiment retourner à l'ordinaire au plus vite possible? Je donne en premier la parole à Isabelle. Bonjour à tous nos auditeurs. J'ai la chance aujourd'hui d'être au Parlement européen. En fait, pour cette session plénière, je suis venue à Bruxelles et je suis contente d'être sur place, même si les sensations sont très bizarres de voir ce Parlement si vide et de voir la salle plénière si vide. Je serai contente quand nous serons vraiment de nouveau dans un travail normal. Je ne suis ici que pour la séance plénière. Je vais retourner à Luxembourg. Je suis venue exprès pour la séance plénière parce que j'avais une intervention. Je dois dire que le travail est possible à la maison avec les nouveaux moyens médiatiques que nous avons, mais ce n'est pas l'idéal. Vous savez, parler d'un sujet d'une manière explicative par ce moyen, ce n'est pas très compliqué. Par contre, quand il faut négocier, je dois dire que le contact visuel, pas visuel, mais vraiment de présence, où vous pouvez intervenir, est quand même très, très, très important. Marc Angel et Charles Goerens, je vois que vous êtes chez vous. Charles Goerens, si je ne me trompe pas, à Schieren, au nord du pays. Comment est-ce que vous vivez cette situation? Je la vis assez bien. La communication marche. Quand il n'y a pas trop de pépins dans la transmission, ça va. Mais rien ne remplace le contact direct, le regard de l'autre, le côté atmosphérique est important. Là, je rejoins totalement ce que vient de dire Isabelle Wiesler. Elle a tout à fait raison. Je crois que cette situation est anormale, mais on fait avec, on arrive à se faire comprendre. On arrive même à faire des lois à distance. Donc, on n'aurait jamais imaginé cela. Il faut bien qu'une crise nous apprenne, nous mette au courant de toutes les possibilités qu'offre la digitalisation. Marc Angel, de votre côté, est-ce qu'il y aura des leçons, comme Charles Goerens fait allusion, des leçons positives que cette crise apportera en termes de gestion de travail pour un eurodéputé comme vous? La leçon à apprendre, c'est que le Parlement, la démocratie ne peut jamais s'arrêter et qu'on est arrivé, grâce aux moyens techniques, de faire fonctionner la démocratie. Mais je rejoins Isabelle et Charles, ce n'est pas la même chose que le contact direct. On arrive à travailler, on travaille même beaucoup, mais le travail à Bruxelles et à Strasbourg, quand on est avec les gens et quand on a le contact avec tous les autres, et entre les réunions, les contacts qu'on peut nouer sont très importants et cela manque, cette dimension me manque. Et aussi le contact avec la société civile, les représentants des universités. Souvent, on a des réunions jointes. Ça commence à se faire aussi maintenant sur le réseau, mais il y a ce contact direct qui me manque quand même beaucoup. Mais ce qu'on apprend, ça fonctionne, on peut voter, il n'y a pas d'arrêt de la démocratie, le Parlement européen fonctionne et c'est ça la bonne chose. Le Parlement fonctionne, le Parlement européen fonctionne, le Parlement européen vote des lois, comme vient de le dire aussi Charles Goerens. Et maintenant, parlons un peu de politique, bien sûr. Et le Parlement européen, c'est aussi le lieu de débats controversés. Et je veux tirer votre attention sur un échange sur Twitter de nos eurodéputés. Qui ne font pas partie maintenant de notre échange aujourd'hui, donc c'est-à-dire Tilly Metz des Verts et Christophe Hansen du même parti du PPE ou du CSA au Luxembourg. C'est un échange, il s'agit du sujet des Corona Bonds. C'est par rapport à ce sujet, je prends aussi une question de Fons Thijs. La solidarité européenne n'a pas toujours été évidente. Que pensez-vous des Corona Bonds exclus par certains États membres? Et du coup, on constate que sur Twitter, il y a une polémique entre Tilly Metz et Christophe Hansen. Tilly Metz qui écrit en anglais, Corona Bonds, shocked to see that 4 out of 6 Luxembourgish MEPs voted against. Donc là, il s'agit d'un amendement
des Verts de Philippe Lambert on Corona bonds. EP missed the chance to show solidarity towards countries most hit by the crisis. We urgently need a new commitment for solidarity. Donc les quatre, ou l'autre eurodéputé qui a voté comme Tilimet, en l'occurrence c'est Marc Angel. Et la réponse par rapport à cela de Christophe Hansen, après je vous laisserai réagir par rapport à cette petite polémique dans les réseaux sociaux. Ed Tilimet, could you please explain how voting in favor of recovery bonds guaranteed by the European budget, paragraph 17, is a vote against European solidarity? There's enough fake news going around as it is, so please stick to the facts. Marc Angel, fake news ou vous êtes du camp de Tilimet? Je veux dire que si on n'a pas voté cet article, ça ne veut pas dire qu'on est contre la solidarité européenne. Il y a la solidarité européenne dans beaucoup d'autres mécanismes qui sont aussi compris dans cette motion. Mais en fait, moi j'ai aussi, je suis d'avis de Tilimet que les Corona Bonds ou les Recovery Bonds ou les fonds de relance, je crois que ça s'appelle les fonds de relance en français, une bonne chose et donc moi j'ai voté comme Tilimet là-dessus, mais la solidarité ne s'arrête pas seulement aux Corona Bonds. Je regrette toute cette discussion autour des Corona Bonds, que c'est parfois devenu une discussion idéologique de certains pays. Et il faut juste se dire comment, il faut maintenant donner la discussion, comment on fait fonctionner ces Corona Bonds, comment on fait fonctionner dans la pratique ces fonds de relance. C'est ça, il faut se concentrer là-dessus et ne pas faire des débats entre politiques maintenant. Mais en tout cas, je n'ai pas suivi maintenant Twitter aujourd'hui parce que je me suis préparé à notre réunion ici. Mais en tout cas, j'ai sans hésiter voté de la même façon comme Tilimet sur cette question. Alors, Isabelle Wiesler, aidez-nous peut-être à mieux comprendre cette polémique. Si j'ai bien compris, le Parlement européen a bien voté pour ces fonds de relancement, des recovery bonds. Polémique inutile? Absolument. Je trouve ça vous savez, le Parlement européen a réussi à montrer la solidarité. On a réussi à montrer que ces quatre partis, dont fait d'ailleurs partie le parti de Mme Tilimet, a réussi à... Il faut vraiment voir où nous en sommes, n'est-ce pas? Nous avons réussi à faire en sorte que ces quatre partis votent une même résolution. Bon, j'attends les résultats, mais je suis à peu près certaine que qu'on a voté pour cette résolution. En tout cas, elle a été déposée ensemble. Donc, on a réussi à trouver un terrain d'entente. Allez maintenant gratter à un point précis et dire que celui-là n'a pas été voté. D'ailleurs, si on n'a pas voté, c'est parce qu'on veut être efficace. Moi, je peux aussi dire que je veux que, je ne sais pas, que toutes les journées, il y ait du soleil, que la nuit, il pleuve, pour que ça reste quand même vert. On peut demander des choses dont on sait qu'elles ne vont pas pouvoir se réaliser. Or, ici, nous avons trouvé un accord pour quelque chose qui va pouvoir être fait. La solidarité va jouer. Les recovery bonds ont été votés. Ce n'est pas comme s'ils n'avaient pas été votés. Ils ont été votés. On a trouvé une façon d'avoir un accord pour que les pays qui en ont besoin aient les fonds à disposition. Les Corona Bonds, en tant que formulés de cette façon-là, ne trouvaient pas au sein de l'Union un terrain d'entente. Et on a trouvé le moyen d'avoir un terrain d'entente qui nous permet maintenant de vraiment amener l'argent aux pays qui en ont besoin. Alors, on joue sur les la polémique est tout à fait déplacée, mais complètement déplacée. Charles Goerens, colère partagée de votre côté? Bon, pas colère, ça fait partie du jeu politique, mais ce jeu n'est pas très fair play. Parce que si on lit l'article 17, il est clair que ceux qui votent pour l'article 7, le texte original de la résolution, les recovery bonds y sont compris, je cite, and recovery bonds guaranteed by the EU budget. Est-ce qu'il y a une solidarité plus grande que celle qui peut s'exercer à travers le budget de l'Union européenne? Donc, que demande le Parlement européen? Des plans de relance financés à partir d'emprunts garantis par le budget européen.
que veut dire un corona bonds? Un corona bonds veut dire tout simplement une mutualisation de la dette. Et une dette qui est garantie par le budget européen, qui lui-même est un instrument de mutualisation, nous montre très clairement que cet amendement n'a rien ajouté à la résolution que nous venons de voter. Je crois que si nous commençons à faire le procès l'un à l'autre, pour avoir défendu le même principe, ça fait perdre de la hauteur au débat, ce qui est particulièrement dommageable. Et je rejoins Isabelle qui dit très clairement, si vous pouvez vous imaginer un seul instant tous les efforts qu'a coûté l'élaboration de cette résolution, alors il faut se féliciter du résultat obtenu et qui contient justement ce que réclame Mme Wissler. Alors moi j'ai un principe. Quand je suis en face d'un amendement dont la teneur est déjà comprise dans le texte initial, je ne vois pas pourquoi on doit ajouter, on doit amender quelque chose qui est déjà comprise dans le politicien. Donc j'ai réagi aussi, et je ferai remarquer à l'auteur de cette polémique que M. Giegold, qui fait partie du même groupe, voit ça très différemment. Lui, il s'est félicité hier sur Twitter que l'article 7 est un vrai progrès par rapport à ce que nous avons connu jusque maintenant. J'ai d'ailleurs, pour être complet, j'ai réagi sur Internet, sur Twitter. Hein. Je le fais assez rarement, mais j'ai réagi parce que je ne me laisse pas faire ce procès. Depuis le début, je crois que nous sommes tous les Luxembourgeois, sans exception, ont été pour les Corona Bonds. Les ministres des Finances sont pour les Corona Bonds. Les 3 partis gouvernement sont pour les Corona Bonds. Les partis d'opposition sont pour les Corona Bonds. Donc, pas question de lancer une politique qui n'a pas lieu d'être. Merci pour cette réaction. Je toucherai maintenant à un autre sujet qui fait, celui-ci, je pense, j'en suis sûr, il fait consensus au sein des 6 eurodéputés luxembourgeois. Par contre, il ne fait pas consensus au sein du groupe politique auquel appartient Isabel Wissler-Lima. Il s'agit des décisions politiques du Premier ministre hongrois Viktor Orban qu'il a pris pendant cette crise du Covid-19. On peut dire qu'il profite de cette crise pour prendre encore plus la démocratie en otage, l'état de droit en otage. Dorénavant, Viktor Orban peut légiférer par décret sans qu'il se fasse contrôler par le Parlement. Isabel Wissler-Lima fait partie du même groupe politique au Parlement européen. Je rappelle bien sûr que la délégation des chrétiens sociaux du CSA au Luxembourg se bat depuis longtemps pour évincer le parti Fidesz de Viktor Orban du groupe du parti politique PPE et du groupe politique du PPE. Ce n'est pas encore arrivé pour le groupe politique. Je vous laisse réagir par rapport à ces actes de Viktor Orban. Oui, très clairement, nous désapprouvons de manière vraiment claire ce qui a été fait dans ce contexte par Viktor Orban. Parce que non seulement il peut donc décider par décret, mais en plus, il n'y a pas de date limite à cet état d'urgence qui, eux, ils se défendent en disant si, il y a une date limite, c'est quand la crise sera finie. Or, ça, ce n'est pas ce que nous entendons par une date limite. Et nous trouvons aussi que ce n'est absolument pas proportionnel, les mesures qui ont été prises. Mais ce n'est pas la première fois que M. Orban prend des mesures qui ne sont absolument pas acceptables. Et il est tout à fait juste que nous voudrions que les choses bougent au PPE. Je dois d'ailleurs aussi dire qu'au niveau du parti, le PPE, ça a bougé. Ils ont été mis, je vais dire, en quarantaine, pour reprendre les mots de notre époque. Mais je dois aussi dire qu'aussi au groupe, nous avons quand même, il y a une réelle étape qui a été franchie en fait ici aussi avec cette résolution, parce que la critique par rapport à la Hongrie était dans la résolution et elle a quand même été acceptée par le PPE. Donc il y a aussi un mouvement que nous sentons très fort, tant Christophe que moi, nous y travaillons pour que les choses soient résolues, parce que ce n'est pas
ce n'est pas une bonne situation. Même si notre position est très très claire, nous voudrions qu'il y ait un consensus très large qui permette d'agir définitivement au sein du PPE. Marc Angel, je rappelle que vous êtes vice-président ou coprésident plutôt, excusez-moi, de la délégation pour les droits des gens LGBTI. Après, je ne sais pas trop comment traduire ça en français, excusez-moi. Vous aurez compris. Pardon? En français, c'est la même chose. C'est international, ce terme. Ah, voilà. OK, oui, en effet. Où j'allais en venir, c'est que Viktor Orban il prend la crise du corona en otage pour prendre des décisions politiques qui ont un grave impact sur justement cette communauté. Je sais que vous êtes très investi sur ces dossiers-là. Qu'est-ce qui se passe par rapport à ces sujets en Hongrie? Donc, vous avez raison, je suis donc coprésident de l'intergroupe LGBTI au Parlement européen et on a réagi sur les mesures prises en Hongrie par Viktor Orban et il y en a aussi qui vont à l'encontre des droits des personnes LGBTI, surtout les personnes transgenres et les personnes intersexes. Il y a des lois vraiment discriminatoires très graves et on a l'impression que c'est intentionné et que M. Orban et ses alliés cherchent des nouveaux boucs émissaires. Il n'y a plus de réfugiés qui rentrent en Hongrie, donc il faut quelqu'un d'autre pour dévier l'attention que le gouvernement hongrois n'arrive pas à bien répondre à la crise du coronavirus. Donc, on a réagi contre ça et je suis content, comme Isabelle Wiesler l'a dit, que dans notre résolution, il y a un chapitre très fort qui concerne la démocratie et où on nomme l'Hongrie, mais aussi la Pologne qui enfreint les droits des femmes, les droits à l'éducation sexuelle, les droits à la santé sexuelle et reproductive. Donc, tout cela est dans la résolution. Et moi, j'ai travaillé avec d'autres amis et j'ai soutenu un amendement des Verts et de Gouet qui implique aussi qu'on n'a pas seulement nommé l'Hongrie et la Pologne, mais qu'on a donné exactement l'exemple de ces lois contre la communauté LGBTI en Hongrie et ce qui se passe en Pologne avec la situation des femmes et l'interdiction de l'avortement, etc. Donc là, je suis content et d'ailleurs, ces amendements ont été acceptés. Ça me rend content que le travail qu'on fait dans notre intergroupe n'est pas pour rien. Pour des fruits. Donc, et d'ailleurs, vous avez... importante aussi, et dans notre groupe SND, on a même écrit une lettre à Madame la Présidente de la Commission von der Leyen pour lui dire que les femmes, la question des femmes dans cette crise, c'est les femmes qui sont, 70% des femmes sont devant sur le front. Hein. Quand on regarde le personnel médical, social, les gens dans les supermarchés, le personnel de nettoyage, ce sont les femmes qui sont au devant. Et donc, on est content il ne faut pas oublier cela. Et c'était aussi, pendant toute une semaine, un travail sur lequel on a travaillé dans notre groupe. Charles Goerens, vous êtes vice-président de la commission AFCO, c'est la commission des affaires constitutionnelles au Parlement européen. Et si on parle d'affaires constitutionnelles, je cite ça parce que Marc Angel venait de dire qu'il y a des soucis d'un côté, bien sûr, en Hongrie, mais aussi en Pologne. Et ce sont souvent ces pays qui se protègent mutuellement. Et s'il y a des décisions qui doivent être prises de manière unanime au Conseil, il y a toujours un blocage. On est dans une impasse parce que l'Hongrie et la Pologne se protègent et adhèrent à leur manière de légiférer, si je puis dire. Est-ce que l'Union européenne est là véritablement bloquée dans une impasse? Bien entendu, vous avez bien posé le problème. La Pologne et la Hongrie se protègent mutuellement. Ça, c'est la seule mutualisation à laquelle ils veulent adhérer. Ce qu'il faut dire, c'est qu'on n'a jamais réussi à tirer les leçons de cet échec, parce que c'est redondant. Dans 6 mois, il viendra avec autre chose. Mais Orban, il fait de la publicité, il débite des théories complotistes. Tout le monde est contre lui. Alors, dans cette polémique, il est à l'aise. Alors, il désigne au sein de son électorat un ennemi commun, c'est Bruxelles. Enfin, rien que le fait de mettre Bruxelles et Moscou dans le même pot, la Hongrie a longtemps souffert sous le joug communiste
Et dire que Bruxelles fait la même chose aujourd'hui, ça lui enlève toute crédibilité. La leçon qu'il faut tirer de tout ça, c'est que le traité n'est pas assez complet, n'a pas de mesures suffisantes pour mettre un terme à cette dérive. Alors, cette dérive, c'est aller à l'encontre des valeurs fondamentales. L'article 7 du traité de Lisbonne prévoit des sanctions que vous avez déjà paraphrasées sans la mentionner directement. Et cette sanction, c'est la privation du droit de vote d'un pays lorsqu'il va à l'encontre des droits fondamentaux. Alors, pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas? Mais parce qu'il faut l'unanimité, moi, le pays incriminé. Or, comme il y a un pays incriminé et un autre qui est aussi incriminé, la Pologne vient au secours de la Hongrie et la Hongrie vient au secours de la Pologne quand il s'agit de les condamner. Comment mettre fin à cela? Il faut changer le traité. Est-ce qu'on arrive à changer le traité aujourd'hui? Non, parce qu'il faut l'unanimité. Moi, j'avais proposé de surseoir à tout élargissement de l'Union européenne aussi longtemps qu'on n'ait pas remédié à cette situation. J'ai soutenu la position du président Macron qui voulait justement bloquer l'élargissement vers la Macédoine, ou la Macédoine du Nord, comme il convient de l'appeler aujourd'hui, et l'Albanie. Et j'avais proposé qu'on commence les négociations à condition d'inclure dans le traité d'adhésion une clause qui oblige tous les pays signataires et qui doivent ratifier ce traité qu'il soit mis fin à l'unanimité dès lors qu'il s'agit de prononcer des sanctions à l'encontre d'un pays qui est défaillant pour ce qui est du respect des droits fondamentaux. Pour être clair, si la Hongrie, avec les standards qu'elle adopte aujourd'hui, devait entrer dans l'Union européenne, on devrait la refuser parce qu'elle ne répondrait pas aux critères de Copenhague, dont les principaux sont les critères politiques. Et les critères politiques prévoient le respect des minorités, le respect du principe démocratique, le respect de l'état de droit, avec la division des pouvoirs, la séparation des pouvoirs. Tout cela est remis en cause par les deux pays. Donc, c'est vraiment à hurler, et j'espère que les autres pays ne se laisseront plus faire. Et je maintiens cette clause. D'ailleurs, j'en ai parlé à Nicolas Schmitt l'autre jour, qui croit que ce serait une idée pour sortir de cette impasse. D'ailleurs, une crise, ça peut être souvent une possibilité ou un moyen de dynamisme pour renouveler les choses aussi dans un cadre politique. On va y revenir plus tard. On a aussi je veux ajouter un mot. Dire que la Macédoine et l'Albanie ne pourront pas adhérer à l'Union européenne, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas préparer le rapprochement. On peut les faire adhérer au marché intérieur. On peut organiser une libre circulation. Il y a même des pays qui ne sont pas membres de l'Union européenne, qui font partie de l'espace de Schengen. La Norvège est pratiquement membre dans l'Union européenne, pour ce qui est de la partie économique, commun, oui. sans disposer du pouvoir dans les institutions. On va y revenir aussi sur la question, comme je disais, de la dynamique qu'une crise peut quand même déclencher. Je vais quand même rejouer la balle à Isabelle Wissler-Lima, parce que malgré tout, je l'ai évoqué, c'est dans votre groupe politique, et on dit souvent, pas seulement groupe politique, mais aussi famille politique, que se trouvent les eurodéputés du parti politique de Viktor Orban, du Fidesz. Et dans une famille, on arrive de temps en temps dans un point où on dit, OK, bon là, il y a une ligne rouge qui est passée, on ne se parle plus, on ne veut plus avoir affaire avec ces personnes dans cette famille. Donc, est-ce qu'il y a cette question qui se pose pour les délégations des chrétiens sociaux, donc des eurodéputés luxembourgeois au PPE, de se dire, bon, si on arrive à un point où les autres ne bondissent pas, on n'arrive pas à évincer les eurodéputés Fidesz, ben nous, de notre côté, il faudrait bien qu'on quitte le PPE et qu'on rejoigne, je ne sais pas, je fantaisie peut-être un peu, le groupe de Mark Angel, peut-être ils seront contents, ou de Charles Goerens, ou est-ce que ça, c'est illusoire, ou c'est ce qu'on appelle la réelle politique de devoir avaler et de devoir faire avec ce genre de compromis? Non. Comment vous dire, c'est mon esprit combatif. Le PPE est quand même
le parti, je vais nommer une personne, de Robert Schuman. Est-ce que vous trouvez vraiment que je dois l'abandonner pour qu'un Orban puisse y rester? C'est une couleuvre à avaler que tant que ce ne sera pas absolument nécessaire, je ne ferai pas. Jusqu'au bout, j'essaierai que ce soit le PPE qui bouge et qui reste fidèle aux valeurs qui sont les siennes et qui n'accepte pas qu'un parti tel que celui de M. Orban reste en son sein. Je ferai tout pour qu'on aille dans cette direction-là. Le reste est dans les étoiles. Je ne veux pas en parler parce que, voilà, ce n'est pas une option que je veux prendre en compte. Mais je veux quand même dire qu'on n'a peut-être pas assez insisté sur ce qu'on a vraiment décidé, ce qui est dans cette résolution, parce qu'elle va très loin par rapport à ce que nous avons eu jusqu'à présent. En fait, elle demande vraiment à ce qu'il y ait aussi des sanctions. Elle demande, Pologne et Hongrie, elle demande aussi vraiment à ce que le Conseil reprenne à son agenda les procédures de l'article 7. Donc, on est allé vraiment très, très loin dans ce qu'on a mis dans notre résolution. Et ça, je trouve qu'au niveau européen, c'est quand même assez fort d'avoir réussi à mettre cela dans la résolution, de trouver un accord avec les 4 parties pour mettre cela dans la résolution. Restons un peu sur le sujet de l'état de droit. En moment, il y a un grand débat sur des applications qui sont en train d'être développées, des applications de traçage. Pour un peu expliquer le contexte, donc l'idée, c'est que quand une personne est atteinte du coronavirus, toutes les autres personnes qui ont été en contact avec la personne contaminée au cours des derniers 14-15 jours reçoivent un message sur leur téléphone mobile leur indiquant, leur demandant de rester en quarantaine jusqu'à ce qu'ils soient sûrs de ne pas avoir de symptômes et de ne pas être atteints du coronavirus. Ce serait une application dont George Orwell peut-être s'en féliciterait. Bien sûr, c'est une application dont on peut peut-être seulement l'évoquer soit dans un cadre dictatorial ou vraiment dans des temps de crise. Comment est-ce que vous voyez cette approche, cette possibilité pour combattre cette crise sanitaire, Marc-André? Je suis très, très, très sceptique vis-à-vis de ces applications. Ce n'est même pas les applications qui sont dangereuses, c'est les systèmes sur lesquels ces applications vont être construites. Il y a un système, les protocoles, comme on dit, des nouveaux protocoles de données qui vont être établis. Et sur ce protocole, on peut donc faire fonctionner les applications par après. Un de ces protocoles fonctionne via Bluetooth, l'autre via géolocalisation, et ça pose problème et ça pourrait… moi, ça me fait vraiment peur et je crois que les droits des citoyennes et des citoyens vont être lésés. Et il y a déjà des États, la Chine, la Pologne, ils ont des applications étatiques et moi, ça me fait peur et je me demande si ça va fonctionner. Si ça existe, il faut que ces applications soient alors volontaires. Mais bon, les experts disent qu'il faudra au moins 60% des personnes qui soient actives pour que cela fonctionne. Moi, en tout cas, je suis très, très sceptique et je suis aussi très… je crois que si on va aller dans cette direction, c'est l'Europe qui doit prendre le lead et on ne doit pas se fier de nouveau aux grands géants américains. Je me souviens, avant cette crise, on avait le commissaire Thierry Breton qui est responsable pour le digital dans notre commission sur le marché intérieur et sur les droits des consommateurs et sur le marché unique digital. Il a promis des grandes choses. Maintenant, l'Europe elle doit avancer dans ce domaine. Mais en tout cas, je suis très sceptique et je me demande qui va contrôler. Et moi, en tout cas, il faut encore beaucoup plus d'informations pour pouvoir vraiment discuter si je suis pour ou contre cela. Mais en ce moment, je suis très sceptique et je n'accepterai pas dans un vote de telles applications, de tels systèmes. Voilà.
Charles Goerens, vous êtes membre du DP, le Parti libéral au Luxembourg. Et les partis libéraux se félicitent souvent d'être les partis des droits fondamentaux. Je ne dis pas que les autres partis ne le font pas, mais ce sont vraiment les partis libéraux qui mettent ça en avant. Vous aussi, dans votre fonction de vice-président du comité des affaires constitutionnelles, comment est-ce que vous voyez ça, la perte de droits fondamentaux en temps de crise? On ne vous entend pas, vous êtes en sourdine. Voilà, oui, maintenant on vous entend. Oui. J'avais désactivé parce que j'avais une sonnerie, excusez-moi. Je crois qu'il faut prendre toutes les précautions pour préserver les droits fondamentaux. Une crise n'est pas un prétexte à y mettre fin, mais une crise est là, et d'ailleurs la législation que nous devons respecter prévoit des exceptions. En temps de crise, on peut procéder à des dérogations. Alors maintenant, pour ce qui concerne ces applications, je crois qu'il faut être extrêmement prudent. Et là, je rejoins Marc Hegel, mais ça ne veut pas dire qu'on doit la refuser. J'ai entendu beaucoup d'experts se prononcer là-dessus, même les experts les plus critiques, les plus ambitieux en matière de protection des droits de la sphère privée des personnes, disent que si on prend toutes les précautions, ça peut être un instrument. Alors, comme dans ce cas de figure, le problème n'est pas seulement la protection des données, c'est aussi la mobilité des personnes. Alors, il faut faire une appréciation. Est-ce que pour une courte période, on peut déroger aux principes généraux qui sont à la base de notre vie à l'ère digitale? C'est la raison pour laquelle j'ai ensemble, avec Madame Sophie Infeld, posé une question parlementaire à la Commission pour voir si le système, le cas échéant envisagé par la Commission, répond à ces exigences très ambitieuses, s'il y a une marge d'abus de cette situation quand même exceptionnelle, et sans vouloir remettre en question. Donc, on attend la réponse avant de donner notre consentement. Mais j'ai encore vu hier soir la télévision allemande des gens quand même très en phase avec la défense des droits fondamentaux, dire que selon leurs informations, le système serait conçu de façon à ne pas divulguer ou à ne pas donner lieu à des exploitations non souhaitables. Je crois qu'il faut aborder ça avec beaucoup de sérénité, avec les précautions que je viens d'énoncer. Et avec des standards européens, si je puis ajouter. C'est ça qui est très important, à mon avis, si on le fait. Sophie Infeld, pour remettre le contexte, si je ne me trompe pas, députée européenne de la République En Marche, de votre groupe politique Renew Europe au Parlement européen. Je reviens sur quelques commentaires qu'on a reçus sur Facebook. Charles Goerens, je vous laisse réagir de manière très brève, je vous en prie, par rapport aux commentaires qu'on a eus par rapport au sujet de la Pologne et de l'Hongrie qu'on vient de discuter. C'est encore une fois de M. Franz Theis. Pour revenir à la Pologne et à la Hongrie, est-ce qu'il est possible, juridiquement et politiquement, d'introduire dans les nouvelles perspectives financières une clause permettant de retirer des ressources budgétaires à un pays qui ne respecte pas les principes démocratiques, alors que l'adoption des perspectives requiert aussi, si ma mémoire est exacte, un accord unanime? Réponse juridique et politique de Charles Goerens par rapport à cette question. C'est possible à condition de trouver, bien entendu, le quorum nécessaire. Allô? Oui, on vous entend. Oui, c'est possible à condition de recueillir le quorum nécessaire pour y arriver. Je prends référence à un texte qui existe et qui est communément accepté dans la distribution des montants à travers les fonds de cohésion. Il y a une réserve de performance. Et cette réserve de performance, je crois qu'elle est de l'ordre de 5% du montant affecté à cette fin. Et ces 5% peuvent être redistribués à des pays qui se sont particulièrement bien comportés, qui ont une capacité d'absorption très supérieure à la moyenne. Je crois qu'il y aura là une incitation
à privilégier les pays qui sont conformes et irréprochables du point de vue respect des droits fondamentaux à travers une telle procédure. Sinon, je ne vois guère de solution. Mais elle est à l'étude et on essaie de la faire parvenir. Le Parlement européen, là, est très majoritairement en faveur de cela. Isabelle Wiesler-Lima, une question pour vous. En effet, donc cette question de l'appartenance de Viktor Orban du groupe Fidesz au PPE fait bondir aussi notre audience. Question de Monsieur Emmanuel Camura. Madame Wiesler, mais Orban n'a jamais été sanctionné par le PPE malgré ses dérives depuis des années. Donc, vous veniez de dire à juste titre que le parti de Fidesz de Orban a été mis hors jeu, si je puis dire. Vous avez évoqué le terme entre guillemets en quarantaine du groupe PPE. Donc, on leur a retiré le droit de vote au sein du parti politique. Est-ce que vous voulez encore réagir par rapport à cette question? Oui, ils ne participent pas non plus au rassemblement du PPE. Ils ne sont pas présents. Donc, à ce niveau-là, en fait, il y a une suspension qui est d'ailleurs maintenant illimitée. Et tant que les choses ne changent pas, ils ne sont plus présents. Donc, à ce niveau-là, il y a eu clairement une sanction, si on veut le dire de cette façon-là. Mais je dois aussi dire de manière très franche et très claire que ça ne nous suffit pas. Et nous sommes de plus en plus nombreux au sein du PPE à élever la voix pour le dire. Et je ne désespère vraiment pas que dans un avenir proche, on puisse prendre une décision claire et nette. Je ne peux pas prédire l'avenir, mais je sens quand même les pressions. Vous savez, notre attitude qui est très claire et très claire depuis très longtemps du CSV au sein du PPE, elle est quand même partagée par de plus en plus d'autres partis, d'autres pays donc, au sein du PPE. Et j'ai une bonne confiance qu'on réussisse. Je vais reprendre maintenant quelques questions qu'on a eues de Miguel Zal, qui est un étudiant en droit luxembourgeois à Strasbourg. Ces questions sont posées en luxembourgeois, donc je vais les lire en luxembourgeois. Donc, vous pouvez peut-être d'abord réagir en luxembourgeois, après en français. Je rappelle que Marc Angel, en termes de temps de parole, a un peu, je pense, il peut se rattraper un tout petit peu. Donc, je vais laisser la parole tout d'abord à Marc Angel et je lis la question de Miguel Zal. Mijn vraag is dus quand même, donc au 3 und als 3 aan Wittien, het wird viel darüber geschwärzt, dass die aktuelle Krise ein entscheidender Moment wird für die Europäische Union an seiner Konstruktion. Was das EU-Parlament angeht, sind der Meinung, dass es als Institution gestärkt aus der heutigen Krise herauskommen und dass Bürger und Politiker in ganz Europa sich ein mehr starkes Parlament wünschen werden, mit einer Wortinitiative, unter anderem oder umgedreht, dass durch die Kritik gegenüber der EU bei der Bewältigung von der Krise angeht, das EU-Parlament auch an Kredibilität verlieren wird und just als eine passive Institution durchstehen wird. Ich weiß nicht, dass sie voll komplex ist, durchstehen wird als eine passive Institution und die Initiative von der EU-Kommission keinen konkreten Einfluss wird. Ganz viele Elemente an dieser Frage. Marc Angel, donc je paraphrase quand même rapidement la question en français. Oui. Non, je vais répondre. Je suis convaincu. Allez, je vous écoute. Convaincu que pas seulement le Parlement européen, mais que l'Europe tout entière va sortir renforcée. Mais c'est à nous de faire un travail et je suis content que vous avez maintenant cette émission sur Facebook. Moi, je constate que beaucoup de gens, surtout au Luxembourg, ils voient une chose, les frontières fermées, alors on généralise l'Europe. Ils sont très fâchés et ils sont devenus beaucoup contre l'Europe parce qu'il y a certains pays membres qui ont pris des décisions unilatérales et ils ont fermé les frontières. Alors, et on oublie, et c'est pour ça que c'est bien qu'on est là aujourd'hui pour expliquer ce que le Parlement européen fait, pour rappeler ce que la Commission fait, pour rappeler ce que la Banque centrale européenne fait, pour rappeler ce que la Banque européenne d'investissement fait. Beaucoup est fait pour l'Europe et si on arrive à bien informer nos citoyennes et citoyens, je crois que l'Europe va sortir renforcée et si on
arrive à casser ces égoïsmes nationaux qui existent encore, on va arriver renforcer. Parce que tout le monde le sait, le virus ne connaît pas de frontières. Un pays, même les grands pays, ne peuvent pas résoudre les problèmes à eux-mêmes. Donc, ce n'est qu'ensemble qu'on va réussir. Donc, je crois qu'on va sortir renforcé. Il y aura le grand débat sur le futur de l'Europe, cette conférence sur le futur de l'Europe qui devait débuter le 9 mai, maintenant qui va durer 2 ans, où on va faire un débat avec les citoyens, les experts, avec tout le monde, avec la jeunesse et tous. Et là, il faut arriver à des conclusions. Et à mon avis, j'étais toujours contre des changements de traité parce que le traité de Lisbonne nous laisse encore des latitudes. Mais je crois maintenant, en sortant de cette crise, et qu'on doit avancer et qu'on doit encore améliorer l'Europe parce que c'est notre seul, dans un monde de plus en plus globalisé, c'est notre seul moyen de survivre, à mon avis. Donc oui, le Parlement européen doit sortir renforcé et je suis sûr que mes collègues, tous les 6 luxembourgeois et plein d'autres, vont travailler dans cette direction. Et est-ce que cette crise donnera ou offrira la dynamique pour avoir un changement de traité et d'y inclure, par exemple, l'aspect du droit d'initiative pour le Parlement européen, vous y croyez? Moi, je crois que tout le monde dit on ne peut plus continuer comme on l'a fait avant dans beaucoup de domaines, dans le domaine économique, donc, et aussi dans le domaine de la démocratie. Et je crois que Charles est le vice-président de la commission qui traite de ces sujets. Et je crois que là, il y aura une initiative qu'on doit encore plus s'émanciper en tant que Parlement européen. Je suis sûr que ces sujets vont au moins être discutés. Charles Goerens, vous partagez cet optimisme? Oui, moi je crois que le Parlement européen répond pleinement à son rôle d'impulsion politique. Nous l'avons fait. Ça fait 3 semaines que nous sommes en train de négocier une résolution. On peut dire que c'est beaucoup de temps, mais il faut voir aussi la valeur de cette négociation. Le résultat, quel est le résultat? Le Parlement européen s'engage pratiquement pour toute la législature de répondre aux suites de la crise. Elle garantit pratiquement à l'exécutif une majorité parlementaire pour la soutenir, parce qu'il y aura des propositions législatives du Parlement européen. Alors, pour ce qui est du droit d'initiative dont vous avez fait mention dans votre question, je crois qu'il est extrêmement important de prendre Mme von der Leyen au mot. Quand elle a été intronisée, elle a pris l'engagement de donner en fait une suite à la demande du Parlement européen, donc de lui accorder dans une certaine mesure le droit d'initiative législative. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons dans cette résolution annoncé des mesures qui seraient supportées par une majorité au Parlement européen. Donc le PPE, les socialistes, les libéraux et les Verts, et peut-être aussi d'autres. Donc ils prennent un engagement. Ça donne de la prévisibilité à l'exécutif de l'Union européenne, à la Commission et aussi au Conseil. Et si la deuxième branche législative suit, alors ça peut être porteur. Un Parlement, et je terminerai là-dessus, a 3 missions. Mission de contrôle de l'exécutif, un rôle de législateur et un rôle d'impulsion politique. Et là, le rôle du Parlement européen en tant qu'impulseur politique a été pleinement accepté. Et juste pour dire un mot, ce qui a été fait par l'Union européenne, c'est largement inconnu, mais c'est considérable. Marc Angel vient d'y faire référence. Je rappelle encore une fois, le système monétaire européen est prêt à engager 200 milliards. La Banque européenne d'investissement accordera des crédits aux entreprises. Le cadre financier pluriannuel va être adapté. Les fonds existants sont en train d'être réalloués. La Banque centrale européenne a annoncé plus de 850 milliards d'euros maintenant, et on n'est pas encore au bout du rouleau. Alors qu'on ne dise pas que l'Union européenne ne fait rien. Je n'ai même pas évoqué toutes les tentatives de coordination dont personne ne parle, mais qui sont réelles et qui sont un vrai pas dans la bonne direction pour surmonter cette crise. Isabelle Wieseler. Oui, j'avais la même liste que Charles devant moi, parce que je crois que c'est très important. Merci, vraiment merci de d'avoir résumé encore une fois parce que c'est énorme ce qui a été fait, et franchement, ce n'est pas assez connu. Et d'ailleurs, où est le problème? En fait, qu'est-ce qu'on reproche à l'Europe? On lui reproche de ne pas faire assez. Est-ce qu'il s'agit d'un problème de pédagogie, de communication? Aussi.
On lui reproche, qu'est-ce qu'on lui reproche? On lui reproche de ne pas faire assez et de ne pas réagir assez vite. Et comme si à ce moment-là, l'Europe ne servait à rien. Alors que pour moi, la réponse, elle est très claire. En fait, ce n'est pas de moins d'Europe dont on a besoin, mais de plus d'Europe. Très clairement. Il faut en fait que le Parlement européen ait effectivement cette possibilité du droit d'initiative. Il faut que la Commission ait plus de possibilités de décision. Et il faut aussi qu'au niveau du Conseil, les domaines dans lesquels on peut prendre des décisions à la majorité soient élargis. Il faut en fait permettre à l'Europe d'avoir les moyens de ses ambitions. On lui reproche des choses qu'elle ne peut pas faire alors qu'on ne lui a pas donné l'autorisation de les faire. Et donc, c'est à ce niveau-là que nous devons travailler. Et je voudrais moi aussi revenir sur le fait que cette résolution est la preuve que l'Europe peut être efficace. Je rappelle que lors de votre intervention au Parlement hier, vous disiez aussi qu'il n'est pas possible que l'Europe ait besoin de pays tiers, comme pour la citer, comme la Chine, pour avoir des ressources en termes des ressources stratégiques pour des périodes de crise comme les vivons. Donc là, pour parler concrètement des masques. Donc, est-ce que la Commission européenne a besoin de plus de droits, plus de compétences aussi en termes de politique sanitaire et aussi en termes de politique stratégique, si je puis dire, dans un sens plus large? Nous avons besoin d'une stratégie européenne pour les éléments de base de notre société. Nous devons être autosuffisants pour un certain nombre de choses basiques. Vous avez parlé des masques, mais vous savez, les médicaments dont nous avons besoin, les productions initiales, elles sont en Chine et en Inde. Elles sont en Chine et en Inde, et nous sommes démunis à ce moment-là. Il y a aussi même dans l'industrie, il faut que nous ayons les moyens, là aussi, de nos ambitions. Il ne faut pas que nous soyons dépendants. J'ai aussi parlé de la nourriture. Nous ne devons pas nous mettre dans des situations où nous sommes totalement dépendants de ce qui se passe ailleurs. Cette autosuffisance européenne, elle doit être là. Mais j'ai aussi insisté parce que je ne voudrais absolument pas tomber dans ce que nous voyons dans d'autres pays. Le multilatéralisme, pour nous, est important, absolument. Mais nous devons aussi, nous, pouvoir avoir une position forte dans le monde. Et cette position forte, nous ne pouvons l'avoir que si nous-mêmes nous sommes forts et si nous avons l'indépendance dont nous avons besoin pour pouvoir le faire. Voilà. Marc Angel, vous voulez réagir à ce que venait de dire Isabelle Wissler, et dans votre réaction, je vous prierai d'inclure aussi la réponse à la question de Pierre Payet. Une alliance pour une relance verte qui rassemble 79 députés européens a été lancée mardi au sein du Parlement européen à la suite de l'appel de 12 ministres européens. Comment vous positionnez-vous par rapport à cette initiative Green? On rappelle que aussi avant la crise, une priorité principale de la Commission européenne est le Green New Deal. Vous vouliez réagir à ce que disaient Charles Goerens et Isabelle Wissler, et je vous laisse répondre à cette question. Une des lignes rouges du groupe socialiste et démocrate était que dans cette résolution, le Green Deal ne soit pas évincé, et que si on continue dans la relance, bien sûr, il ne faut pas perdre de vue l'accord de Paris, toutes les décisions climatiques pour lutter contre le réchauffement climatique. Donc, le Green Deal est très important et il est dedans et tout le monde le dit. Et si on lit bien la résolution, on voit qu'on ne peut pas continuer comme avant, qu'il faut changer. Pour revenir à ce qu'Isabelle a dit sur l'industrie européenne, je suis content d'être nommé dans la commission sur le marché intérieur co-rapporteur sur une nouvelle stratégie industrielle de l'Europe. Et je crois que là, on doit vraiment se poser ces questions de la dépendance d'autres grandes puissances.
Et je voulais aussi réagir à ce qu'elle a dit sur le multilatéralisme. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on va se renfermer sur nous, qu'on doit toujours soutenir le multilatéralisme. Et il y a une chose où je regrette qui n'est pas rentrée dans la résolution. Je me suis battu pour cela, mais bon, ça n'a pas. Je trouve qu'on aurait dû critiquer l'attitude des États-Unis qui maintenant ne veulent plus financer l'Organisation mondiale de la santé. Et certes, il faut la réformer, mais on ne peut pas couper les budgets des organisations internationales, surtout des organisations onusiennes, et après les critiquer. Donc, ici, l'Europe peut aussi montrer qu'elle joue un rôle pour le multilatéralisme et renforcer les organisations onusiennes. À vous trois, en guise de conclusion, je vous poserai une question que j'ai aussi posée lors de notre premier webinaire qu'on avait avec le ministre des Affaires étrangères Jean Asselborn, Christophe Hansen et Daniel Weber. Bien évidemment, on est en période de crise aujourd'hui. Dans un an, si vous allez regarder dans le rétroviseur et songer à cette période qu'on est en train de vivre, comment est-ce que vous le ferez si maintenant vous voulez un peu regarder dans le futur? Est-ce que ce sera avec une opinion, une attitude positive, genre de dire, voilà, cette crise nous a fait du bien, nous a fait avancer, ou est-ce que voilà, ça a encore mis davantage en péril le projet européen? Charles Goerens, je vous donne la parole. Cette crise fait beaucoup de mal. Hein. Quand on voit la ravage qu'elle fait dans l'économie, la Chine perd 7%, alors qu'elle a escompté quelque chose entre 7 et 10%, donc ça fait 15% en deçà de ses attentes. Dans l'Union européenne, il y a des pays qui vont accuser une baisse de la production de 5, 6, 7%. Pour la France, c'est 7%. Donc, ça va nous jeter en arrière. Je ne suis pas un partisan du dicton « chaque crise a son bien ». Il faut être lucide. Moi, je crois que ça va être l'heure de l'Europe. L'Europe doit rester ouverte. Pourquoi? Elle doit rester ouverte parce qu'elle est la seule à le faire. Elle a le plus d'intérêt à garder le multilatéralisme alors que les États-Unis cherchent un retour à l'ordre d'avant 1945. Et ça, c'est la pire des choses. Pour ce qui est donc des grands sujets qui sont à l'ordre du jour, le redressement économique, le Green Deal, la lutte contre le changement climatique, c'est à l'Union européenne d'abord de se renforcer à l'intérieur et ensuite de s'imposer avec son autorité dans les affaires du monde. Il faut donc faire avec tous ceux qui sont prêts à aller dans cette direction, avec la Chine, avec l'Inde, avec l'Afrique. Il faut donc que l'Europe soit le garant à l'avenir du multilatéralisme. Donc il faut être ouvert, déterminé et prévoyant. Marc Angel? La crise fait mal, c'est sûr, mais si dans un an, peut-être une chose où on pourrait dire qui est bien, c'est qu'on a appris, on n'a pas fait les mêmes fautes que lors de la crise financière en 2008, où on a seulement pensé à une recovery économique. Ici, c'est vraiment aussi une recovery économique et sociale qui est très importante, et tout dans le cadre du New Deal. Et quand on se dit, on ne peut plus continuer comme avant, on doit changer des choses, et peut-être c'est ça qu'on va retenir. C'était le début d'une nouvelle politique et d'une prise de conscience aussi de la part de la population. Et si on arrive à ce point-là, je pourrais dire il y a au moins des choses positives de cette crise. Mais Charles a raison, elle fait mal, pas seulement aux entreprises, mais à beaucoup de salariés et des gens qui perdent leur emploi. Donc, il faut réagir, et pas seulement des réponses économiques, mais surtout aussi des réponses sociales. Et la Commission a montré avec le programme SURE et avec d'autres programmes que le social joue un rôle important. Et Nicolas Schmit, notre commissaire, n'est pas innocent dans toutes ces décisions-là. Qui est de votre parti politique, je le rappelle. Oui, Isabelle il est le commissaire luxembourgeois, et voilà. Mais je crois qu'il joue un rôle important aussi dans cette relance pour veiller à ce qu'elle soit sociale aussi, et pas seulement économique. Ouais. Nicolas Schmit, le commissaire en charge du travail et du social pour l'Union européenne. Isabelle Wiesler-Lima, votre conclusion? Faire du bien, non, je ne pourrais sûrement pas dire ça. On est face à
tellement de morts, tellement de peine que bon, jamais je ne pourrais dire que ça a fait du bien. Pour tout de même, et parce que je le pense vraiment et profondément, la note positive, c'est que je crois que si dans un an, je regarde en arrière et je pense à ce qui est en train de se faire, ce qui s'est fait depuis au niveau européen, le mot qui me vient tout de même à l'esprit, c'est la solidarité. Oui, ça n'a pas été parfait au début, loin de là. Mais ce que nous voyons, c'est vraiment se mettre en place une vraie solidarité européenne. Et ça, c'est quelque chose qui est tout simplement primordial. Aussi, comme disait Charles, Charles Goerens, on ne sort pas forcément grandi d'une crise. J'espère qu'on va sortir grandi de cette crise. Il y a des chances, si on voit ce qui se fait au niveau de la solidarité, mais le coût à payer, le coût en vie humaine, le coût en misère pour des personnes qui ont vraiment des difficultés sociales, économiques très grandes, est un prix que nous ne voulons tout simplement pas payer et qui n'est jamais acceptable. D'ailleurs, je veux aussi sur une note insister sur cette solidarité. L'Union européenne a aussi décidé d'une somme très importante de 20 milliards d'aide aux pays tiers. Donc, nous sommes conscients que dans cette crise, il faut une vraie solidarité. Et en guise de conclusion, on parlait beaucoup de compétences politiques. Il y a une compétence technique que notre bureau n'a malheureusement pas. C'est les problèmes de connexion qu'on connaît de temps en temps entre Zoom et Facebook. Donc, Marco Juche, mon collègue qui assure la régie en arrière-plan, vient de m'écrire un message de demander à notre audience de nous excuser pour des problèmes qu'on avait de temps en temps apparemment entre Zoom et Facebook. Mais bon, on a reçu quand même quelques questions pendant notre échange, donc je pense quand même que la majorité du temps, la connexion a très bien fonctionné. Je viens d'évoquer mon collègue Marco Juge, j'évoque aussi notre stagiaire Fiona Keeper avec qui on a beaucoup travaillé sur ce webinaire et ceux qui vont suivre. On en aura un la semaine prochaine et un aussi dans les semaines qui suivent. Aussi, bien sûr, ça continue à impliquer toujours nos 6 eurodéputés. Pour aujourd'hui, un grand merci à notre audience d'avoir consacré 1 heure à cet échange et à cet échange aussi, si je puis dire, un peu pédagogique sur les actions de l'Union européenne. Et surtout, un grand merci à Marc Angel, Charles Goerens et à Isabelle Wiesler-Lima d'avoir été avec nous. Et vous pouvez retrouver la vidéo entière sur YouTube. Et je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup à vous d'avoir organisé ceci. Merci. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir. Alles gut. Qu'est-ce que je peux